Bonjour tout le monde. Et ouais, c'est jeudi, hein. Pas de vidéo avant. Pour plusieurs raisons. Bah déjà parce qu'il n'y a pas une obligation de vidéo. Hein. Je le rappelle à chaque fois, mais à chaque fois, tu as des gens qui pensent que je suis 24/24 sur un écran comme eux et que toute ma vie c'est YouTube et la vie numérique. Non, j'ai une autre vie. Je suis comme tout le monde. Voilà. Non, mais ça s'appelle l'empathie. Je suis pas collé 24/24. Je suis sur Internet très souvent, mais je suis pas collé 24/24 sur YouTube. Et deuxième chose, je pouvais pas faire de vidéo avant parce qu'il fallait que j'attende quand même que les événements se finissent. Les événements, c'est la chute du prix du pétrole, enfin en tout cas sur les marchés à terme. Certains marchés, le WTI, il fallait que j'attende que l'OPEP se rende compte ou ne se rende compte pas. Je devais attendre, et à la limite, je devrais même attendre encore un peu ce soir, que Macron parle ou pas. Voilà, après les événements, je ne peux pas les fabriquer non plus. J'ai envie de les traiter avec recul, notamment cette histoire de pétrole. Ça fait quelques jours qu'on nous annonce sur ce coup-là, c'est pas forcément de la faute de la presse. Qu'on nous annonce que le pétrole est descendu, a tellement descendu qu'il était en négatif. Et moi, j'ai pas voulu me jeter sur ça. Parce qu'en me jetant sur ça, je t'aurais fait une vidéo stupide. Commentaire. Non, le pétrole n'est pas à moins 37 dollars. C'est une catégorie de pétrole et une catégorie de marché boursier qu'on appelle les marchés à terme. Je vais te donner d'ailleurs à la limite là le cours, là où tu pourras voir le cours officiel du pétrole, qui est pas très très haut non plus, hein, mais il y a différents types de pétrole. Le Brent par exemple, c'est le prix du pétrole tel qu'on l'entend nous. Le prix du Brent, mer du Nord, et autres. C'est le prix du pétrole qui est emmené par bateau. Et à côté de ça, tu as des petits marchés locaux. On va le dire comme ça. Je te la fais très simple. Le WTI, le West Texas. Ouais, c'est West Texas Instruments. Hein. Je ne dis pas de bêtises. West Texas Intermediate. Le Texas Light Sweet. C'est un type de pétrole qui est vendu sur un type de marché, selon un type de contrat, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés à terme du WTI? On va le faire simple. Le pétrole américain. La plus grosse euh, ce type de pétrole américain qui n'est pas le Brent, qui est un des meilleurs pétroles, celui-là contient beaucoup plus de soufre, donc il est plus compliqué à nettoyer. Oui, les pétroles sont différents. Quand on te parle du pétrole dans le golfe de Guinée, c'est pas le pétrole libyen. Le pétrole du golfe de Guinée n'est intéressant qu'à un certain prix, qu'à une certaine hauteur de prix, parce qu'il faut le raffiner beaucoup plus. Et il ne donne pas lieu à autant de produits que le pétrole libyen ou le pétrole algérien ou certains types de pétrole qui sont tellement déjà raffinés que tu pourrais quasiment les mettre directement dans ta voiture. J'exagère un peu. Donc il y a différents types de pétrole, il y a différents prix. Le prix du pétrole classique, c'est le Brent. Là, on te parle d'un marché à terme, c'est-à-dire un marché par avance, un acheteur de pétrole. Je sais pas, ça peut être des concessions, comment on appelle ça, des stations-service, ça peut être ce que tu veux, ça peut être un pays, s'arrange avec un fournisseur, ça peut être un négociant, ça peut être carrément le producteur, pour se voir livrer du pétrole à terme à un prix qui décideront ensemble, qui ne sera pas forcément le prix du marché. À l'heure où je te parle, les prix du marché à terme pour mai, qui sont livrés en juin, c'est un marché mensuel, sont d'à peu près 20 dollars, 21 dollars. Et ça, j'avais besoin de quelques jours pour t'expliquer. C'est pas, oh, le dollar est à moins 37. Le pétrole est à moins 37 dollars. Donc, il faut que ça remonte. Non, on parle d'un pétrole, d'un marché particulier. C'est lié à plusieurs choses. Hein. C'est lié déjà, je veux juste te retrouver le nom. Par exemple, le Brent de la mer du Nord, lui, détermine les prix en Europe. Voilà, par exemple. Et il détermine le prix du pétrole algérien. Alors les analystes prévoient encore une baisse du pétrole classique, on va dire aux alentours de 15 dollars, ce qui est grave, mais on va y arriver. Je veux juste savoir une chose, tant pis, c'est pas très grave. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Covid, donc gros confinement. Les zones touchées, c'est surtout les zones, bizarrement, c'est les zones économiques les plus importantes. L'Europe, Moyen-Orient, une petite partie de l'Asie, et quand je dis l'Europe, c'est le monde occidental. Donc résultat, des gens confinés. 6 personnes sur 10 dans le monde sont confinées. Donc, je ne te fais pas de dessin, moins de gens qui se promènent en voiture, moins de gens qui vont travailler en voiture, moins de gens qui se déplacent, moins d'avions, moins d'usines qui tournent, moins de tout. Le pétrole ne sert pas qu'à la voiture. Donc une demande qui s'est effondrée.
À côté de ça, depuis, on va dire, mars, il y a une guerre du pétrole qui s'est livrée et qui vient de s'achever entre l'Arabie Saoudite et la Russie. La Russie a finalement gagné. Il a fallu que les Américains haussent le ton. Parce que pareil, cette guerre qui, au départ, est née d'indifférents, les Saoudiens voulaient que les Russes baissent leur production. Les Russes n'ont pas voulu. Les Saoudiens se sont mis à arroser les marchés et à vendre certains pétroles, certains types de pétrole à quasiment moitié prix. Donc tout ceci a concouru aussi à effondrer les prix. Il y a eu effondrement par la demande et effondrement car trop d'offres. Et c'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, on a inondé, de l'autre côté, on n'en avait plus besoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pétrole américain qui se négociait à je ne sais plus, mais en tout cas qui se négociait en positif, et ben là, il fallait livrer. Marché à terme, on revient au marché à terme. Soit concentré, parce que c'est une vidéo, il va falloir être concentré. Non, je rigole. Revenons au marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Marché américain, ben, c'est le moment de livrer les marchés à terme d'avril. Et comme personne ne peut rouler, et que voilà, ceux qui ont pu stocker ont stocké. Et les capacités de stockage des raffineries, les capacités de stockage de tout ce qui était là pour stocker, bah, ont été très 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 vite, comment dire ça, saturées. Et on ne pouvait pas livrer. Donc ça a donné un truc paradoxal où je te livre du pétrole et je te donne de l'argent en plus. Et voilà pourquoi on est arrivé d'abord à moins de dollars et ensuite à moins 37 dollars en clôture. Voilà, je viens de t'expliquer ce qui s'est passé, les différents types de pétrole, le marché à terme, c'est un marché boursier spécifique, je ne rentre pas dans le détail, et la raison de la négativité, puisque j'ai entendu oui, mais non, mais je ne comprends pas, comment ça peut être négatif, tu donnes un produit. Non, non, tu as raison, ça paraît bizarroïde, mais en fait c'est lié à un autre mécanisme. Avec un pétrole à peu près 20 dollars le baril, c'est non pas une récession qu'on va avoir, c'est une triple récession. Entre le confinement qui fait tourner au ralenti, du ralenti, l'appareil industriel, la demande qui forcément a chuté en fonction de la perte de salaire, de la perte de revenus, en fonction des incertitudes, en fonction de tout un tas de choses, les gens, bon ben voilà, ils consomment beaucoup moins et ils ont moins envie de consommer. En tout cas, ils se dirigent, en ces temps-là, ils se dirigent plutôt vers des produits. Voilà, c'est pas le moment d'acheter une nouvelle voiture, par exemple. Par contre, c'est peut-être le moment de se poser la question. C'est peut-être pas le moment de vendre sa maison non plus. Mais voilà, et c'est peut-être le moment d'acheter de l'or ou d'acheter des trucs qui, tu t'aperçois, regardez, on a eu une petite crise de rien du tout pour nous, hein, parce qu'on ne l'a pas vécu. Je parle de moi, enfin si, on l'a vécu, mais tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que ton argent t'a servi? Oui, oui, il fallait de l'argent pour acheter des choses, on est d'accord, mais je veux dire, imagine, t'aurais acheté de l'or. Est-ce que l'or, tu as pu le transformer en masque, là? Tu as pu le transformer en gel hydroalcoolique? Tu as pu le transformer en hydroxychloroquine? Est-ce que... Non, tu vois? Donc les gens aussi commencent à se dire, attends, c'est bien là, j'achète de ci, j'achète de l'or, j'achète des pièces, achète un fusil de chasse. Tu verras que ça prendra vite de la valeur, hein. Même au prix du Brent, le fusil de chasse en juxtaposé ou en superposé, ça prend très très vite de la valeur. Voilà, donc voilà pourquoi, entre autres, j'ai tenu à attendre un petit peu, d'autant que là, l'OPEP a décidé d'une baisse de 10 millions de barils par jour, donc une baisse drastique. Lorsque tu observes un petit peu la situation, tu t'aperçois que la demande, de toute façon, elle ne va pas repartir comme ça. C'est comme pour le déconfinement, ça ne se fait pas en un jour. Et que même si on est dans une société qui a encore besoin d'hydrocarbures, il semble qu'on ait atteint le pic de la demande. On l'a atteint là, en attendant un nouveau pic. Mais ça va être compliqué, puisque là, il va falloir remettre en place une société, la faire redémarrer. Euh, on a atteint un pic pétrolier et il y a beaucoup de pétrole et il y en a même un peu trop. Je rappelle pour finir, enfin je rappelle pas pour finir, le gaz de schiste qu'on nous avait vendu, c'est 200 milliards de dettes. C'est un prochain écroulement bancaire, puisque sur les 1000 entreprises qui s'étaient lancées dans le gaz de schiste, le pétrole de schiste, il en reste plus que 539 aux USA. Si ça s'est avéré être une aventure, est-ce que je peux dire une aventure aventurière? Parce que ça suppose la fracturation hydraulique
La mise aux normes, et si on peut parler de normes, ils ont saccagé des villes, ils ont saccagé des nappes phréatiques, surtout avec les premières techniques. Les deuxièmes techniques, c'est pas mieux. Ils sont en train de dire non, ne t'inquiète pas, on va faire ça plus propre. Oui, enfin bon, fracturer des roches pour les casser avec de l'eau à très forte pression et des produits chimiques et te faire croire que tu récupères et que ça n'a aucun impact sur l'écologie, ça me fait rire. Pour arriver à quoi? À la moitié de ces 1000 boîtes qui ont coulé ou qui ont disparu ou qui ont été absorbées et l'autre moitié qui a 200 milliards de dettes et qui de toute façon ne peut pas vendre de gaz de schiste. Cette crise, c'est surtout la crise du gaz de schiste américain qui a besoin d'un prix supérieur, d'un prix du pétrole supérieur à 50 dollars pour être viable. Moi, quand j'étais petit, le meilleur pétrole, c'était le pétrole algérien, libyen et du Moyen-Orient. Très très léger. Très très léger, très peu à raffiner. Le pétrole vénézuélien, notamment ce qu'il y a autour de l'île de Maracaibo, le pétrole de Golfe de Guinée, on n'en parlait pas. Alors le Venezuela avait du pétrole, et en vendait, hein, il fait partie de l'OPEP, certes, mais par exemple dans le Golfe de Guinée, autour du Nigeria et autres, ça intéressait personne d'aller chercher ce pétrole. C'était un pétrole lourd, soufré, très soufré, qui supposait donc beaucoup de moyens et donc un prix fort. Et ben, le gaz de schiste, c'est pareil. En dessous de 50 dollars, le prix du baril de pétrole, c'est à peu près 159 livres, si je te dis pas de bêtises, donc à peu près. Enfin bref, je vous laisserai aller voir ce qu'est le baril, le gallon, hein, c'est des unités anglo-saxonnes, mais en dessous, c'est pas intéressant. Ben, toutes ces entreprises-là risquent de couler. Elles ont des dettes, elles doivent payer des banques. Tu vois, si elles ne payent pas ces banques, beaucoup de ces banques-là, elles seront elles-mêmes en insolvabilité ou auront des problèmes de bilan. Certaines mettront la clé sous la porte et ainsi de suite. On se retrouve devant une crise. Tu as vu comme quoi les crises économiques, les crises financières, les crises tout court se retrouvent, se recoupent, se dynamisent, se provoquent par effet domino. Et là, on voit encore une fois les dangers d'une société totalement imbriquée, totalement mondialisée. On l'a vu avec la pandémie, où tu voyages beaucoup, mais en même temps, dès qu'il y a un truc, ça voyage aussi beaucoup. C'est le monde occidental, le Moyen-Orient qui est touché essentiellement. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de voyages, c'est là où il y a le plus d'avions, c'est là où il y a la plus grosse activité économique. Donc forcément, c'est là où les gens sont le plus en contact. C'est là où les villes, je dis pas qu'ailleurs c'est pas comme ça, mais c'est là où il y a le plus de villes denses, etc. Voilà pourquoi ça a touché le monde occidental. Plus que je sais pas. Et donc on s'aperçoit que cette promiscuité est dangereuse. Et on n'insistera jamais assez sur la pluralité des cultures, la pluralité des peuples et la pluralité des économies. Le capitalisme ultra-financier, on parle de capitalisme ultra-financier, hein, je rappelle encore, en tout cas pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, que ce n'est pas une chaîne anticapitaliste ici, à condition de savoir de ce dont on parle. C'est une chaîne qui critique la spéculation, le capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme ultra-financier, qui n'est juste que de la création de zéro et de bourses où je vends, j'achète, je balance. Mais il n'y a pas de richesse derrière, il n'y a pas d'économie réelle derrière. Ce capitalisme qui pervertit tout ce qui touche. La bourse, il l'a perverti, il la transforme en casino. Alors qu'à la base, la bourse était utile. Il empêche, d'ailleurs, c'est ce capitalisme ultra-financier qui empêche des réformes capitalistes, enfin, qui empêche des réformes libérales qui pourraient aider la France. Voilà. Mais en revenant à nos moutons, cette crise pétrolière, ce Covid te montre juste un truc. Le grand village global, c'est sympa quand tu es sur Internet, mais ça craint sinon quand il y a une pandémie ou ça craint quand il y a un petit problème ou une petite guerre à 5 6 000 kilomètres parce que tu peux être sûr que dans le mois, ça va te revenir sur la gueule. Il y a un siècle, on aurait jamais, on aurait mis des années avant d'entendre parler de ce Covid. Aujourd'hui, ça démarre on va dire fin décembre en Chine. Nous, on l'a tout de suite après. Et c'est intéressant parce que ça me permet de faire la transition avec le Covid. Nous sommes à peu près à 2,6 millions de cas. Je m'interrogeais sur un truc. Quand tu regardes les chiffres, tu te dis, mais c'est quoi cette affaire? Il y a plus de 3 milliards de l'humanité qui est enfermée. Il y a une sorte de psychose. Il y a, t'entends des morts à gogo. L'économie, elle est foutue en l'air. Et tu regardes, il y a 2,6 millions de cas de gens touchés. Et pas forcément malades à l'hôpital. Dans le monde. Ah, tu te dis, attends, je vais prendre les chiffres.
pour te donner le nombre de morts. Attention, hein, chaque mort est de trop, hein, on est d'accord, hein. Mais là, là, on est sur une échelle globale et voilà. On est d'accord que si tu viens de perdre quelqu'un, un de tes proches, un ami, quelqu'un que tu connais, chaque mort est irremplaçable, on est d'accord. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux effets, par rapport aux conséquences en tout cas, 2,6 millions de 180 000 morts. 180 000 morts. Si tu enlèves tous ceux qui ne sont pas morts d'accident, de violence et autres, tu t'aperçois peut-être qu'il y a eu moins de morts qu'en période normale. Alors là, tu te dis, mais attends, ouais, c'est marrant ça. C'est marrant, hein. Est-ce qu'on ne serait pas sous un effet de psychose? Est-ce qu'on ne serait pas psychosé? Alors il y a une réalité, attention, hein, je ne suis pas en train de te dire que ça n'existe pas. Pareil, j'ai envie de dire, et ça c'est un truc qui revient souvent, et vous êtes nombreux à le dire, mais quand est-ce qu'on est mort du Covid? Parce qu'en général, quand tu meurs, surtout à un certain âge, c'est plusieurs choses en même temps. Tu prends une grippe, ça affaiblit tes défenses immunitaires, tu chopes un autre truc, et petit à petit, certaines fonctions s'arrêtent. Ok. Mais est-ce que dans le Covid, on met que les gens touchés par le Covid, des gens touchés par une infection, on va le dire comme ça, ou un problème lié à la baisse de la défense immunitaire qui a provoqué le Covid, comment ça marche? Comment on les comptabilise? C'est une question que je pose, hein, s'il y a parmi vous des gens qui sont... parce qu'on peut dire il est mort du cancer, mais déjà quand on commence à dire, ouais, on peut dire il est mort du sida, parce que c'est le sida qui fait descendre tes défenses immunitaires, là, qu'est-ce qui meurt du Covid? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu glissage aussi de grippés et de gens qu'on ne savait pas placer? À l'inverse, est-ce qu'on est sûr des chiffres qu'on nous donne là? Parce que comment se fait-il qu'on s'inquiète autant, on s'angoisse autant et on a confiné, on a détruit des économies, hein, parce que là c'est pas reparti la semaine prochaine, hein, les économies. C'est pas le 13 mai, ça roule, hein. Là il y en a pour 1 an ou 2 ans, hein, minimum, hein, sans compter la grosse crise qui arrive et qui va leur permettre de te balancer leur hélicoptère monétaire sur ta gueule, hein, et c'est pas des billets que tu vas prendre, c'est des pièces. Toi. Euh, à moins que les chiffres soient bidons. Comment ça compte? Qui compte? En France, on compte les morts à l'hôpital et en EHPAD. On compte pas les morts à domicile. Moi, je suis persuadé qu'il y a le double de gens morts. Ou alors, c'est qu'on nous confine pour rien, alors. Je sais pas, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. C'est des questions que je pose et ça permet la réflexion, hein. Je joue pas mon complotiste à 2 balles. Voilà. Le taux de... Comment on dit ça? Le taux d'épidémie, de contamination. Quand tu regardes le Covid, la rougeole, c'est... on utilise un chiffre, R. Non, une lettre, R. La rougeole, c'est 12. Le Covid, c'est de l'ordre de 3. C'est légèrement supérieur au SRAS. Au SRAS, pardon, et au stress, et au STRAS aussi. Mais c'est un héros de 3. 3,9 exactement, presque 4, on va le dire. C'est-à-dire qu'une personne touchée va en contaminer 4. Alors attention, en matière de suite géométrique, hein, en matière d'exponentialité, ça va vite, hein. Et 4 qui en touche 4 autres, ça fait 16, et 16 qui en touche 4 autres chacun, et ainsi de suite, et tu te retrouves en bout de rangée, en bout d'échiquier, j'ai envie de dire, hein, je fais une référence à une anecdote célèbre, en bout d'échiquier, tu te retrouves avec des milliers de gens. Est-ce qu'on peut tenir, honnêtement, attention, moi je n'attaque pas la Chine ou la Russie ou les USA sur ce coup, mais est-ce que les États n'auraient pas intérêt des fois à minimiser leurs morts? C'est de bonne guerre. Il y a des choses qui sont bizarres. Et je te prends un exemple, et puis est-ce qu'il n'y aurait pas des États qui auraient tout déclaré, par contre? Alors on a Trump qui, lui, comme d'habitude, de toute façon, il chie à la face du monde. Lui, il a quitté l'OMS parce qu'il estime que l'OMS est trop chinois. Donc il ne paye plus les 400 millions qu'il donnait en disant ouais, mais moi je paye plus que les autres. C'est au prorata aussi. Il leur a reproché de ne pas avoir anticipé le Covid. Personne ne l'a anticipé. Sur ce coup-là, il est d'une stupidité lamentable. Parce que lui, on lui reproche pareil de ne pas avoir su gérer cette épidémie aux USA, alors que je ne suis pas d'accord. Je veux dire, c'est compliqué de la gérer. J'ai l'impression qu'il la gère mieux qu'en France. Mais par contre, se retirer de l'OMS et se retirer tous les traités comme ça l'arrange, comme un gros con, ça, bon, on va encore nous trouver une raison, hein. J'ai lu que l'OMS, c'était l'État profond américain qui l'a bien fait. De toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse ce type de stupide, hein, parce que c'est stupide, quitter l'OMS maintenant, ne pas, voilà. Les États-Unis, je fais un aparté, qui se permettent de dire qu'il faut que la Chine paye, mais quand vous organisez des crises monétaires,
Les dernières crises, elles viennent de chez vous, vous les avez cachées, vous avez revendu vos CDO, vos CDS. Hein. Votre crise des subprimes, elle a démarré en 2006 chez vous. Pendant 2 ans, vous avez vendu aux banques européennes qui n'ont rien dit des produits vérolés qui ont amené la crise ici. On vous a demandé quelque chose. Pour le sida, on vous a demandé quelque chose. Pour toutes ces maladies, on vous demande quelque chose. Surtout que là-bas, il y a des maladies du Moyen-Âge qui reviennent, hein, vu leur système de santé. Donc bon, bref. Revenons au comptage. Est-ce que la Chine qui déclare, non mais, excuse-moi, c'est quand même 1,6 milliard Est-ce que la Chine, alors, ils ont caché leurs chiffres? Non, ils déclarent 4 000 morts, les Chinois. Et 80 000 cas. Dans une province où ils sont à peu près 50 millions, 60 millions, ils ont moins de cas que les autres. Alors que ça a démarré chez eux. Enfin, officiellement. Hein. Je suis en train de chercher les chiffres de la Chine. C'est pas grave, je les ai de tête. Bah moi, j'ai du mal à y croire. Parce qu'on parlerait plutôt de 40 000 cas. Après que la Chine cache ses morts, c'est de bonne guerre aussi, ils minimisent. La Russie, 500 morts. 500 morts. Tu sais pourquoi j'y crois pas? Non, mais je vais te donner des trucs logiques, c'est pas des clichés que je te balance. C'est pas des clichés, mon gars. C'est que la Russie, il y a un niveau de mortalité qui est plus élevé, ou plutôt une espérance de vie qui est moins élevée que dans le reste de l'Europe occidentale. Et même si c'est en train de s'harmoniser, je crois que le Russe avait une espérance de vie inférieure de 10 ans. Et c'est pas le meilleur système de santé du monde. Il y a quand même une pauvreté, et donc les gens contaminés auraient été mieux traités, mieux soignés, et il y aurait que 500 morts. Ben, j'y crois pas non plus. Alors la Chine, 82 000, je te donne les chiffres au 22 avril. 82 788 cas, 4 632 morts. La Russie, presque 60 000 cas, 613 morts. Ils font mieux que l'Allemagne, qui elle est le bon élève. Il faut être honnête. L'Allemagne, 150 000 cas, 5 000 morts. La France, regarde bien, l'Allemagne, 150 000 cas, 5 000 morts. La France, 120 000 cas, 21 000 morts. Moins de cas de contamination, 4 fois plus de morts. Pourquoi? Non, mais à ce niveau d'écart, il y a quelque chose. Il y a un souci. Quand tu sais qu'ils ont 28 000 lits soins intensifs, 25 000 lits de soins intensifs avec respirateur, et qu'en France on en a 5 000 et qu'on détruit au fur et à mesure les hôpitaux et qu'on sous-paye et qu'on tire sur la corde depuis des années, résultat, la première crise, on est censé être un pays industriel, à la première crise, on est un poil, on s'aperçoit qu'on est hyper fragile parce qu'on est le mauvais élève. On va y revenir. La Turquie, 100 000 cas, 2376 morts. C'est des endroits où on a confiné après, voire on n'a quasiment pas confiné. Il y a des endroits comme en Algérie, tu es confiné de 15 h à 19 h. Voilà, par exemple, tu vois. Il y a des confinements intelligents, il y a des choses qui ont été faites, et ça aussi, on va y revenir et tout. C'est des endroits comme la Turquie où ils ont nettoyé certains endroits, ils ont fait des choses. D'entrée, ils ont anticipé. 2376 morts. Et nous, 21 000 morts. Les USA sont le premier foyer. 840 000 cas. 46 000 morts. Et là, je pense qu'ils donnent des vrais chiffres. Parce que ça ne dépend pas de leur gouvernement. Il y a tellement d'agences, il y a tellement de contre-pouvoirs là-bas que tu ne peux pas te permettre de donner des faux chiffres parce que tu perdrais ton poste là. Ça serait considéré comme un mensonge. Et ensuite, voilà, bon, bref, mensonge, parjure, tout ça. Ils te font une série américaine, tu lèves la main, tu jures, et tu es condamné à la fin, sauf si tu un bon avocat. L'Italie, qui était le plus gros foyer européen avant de se faire doubler par l'Espagne, 24 648 morts. Ça a touché beaucoup de personnes âgées, et l'Italie a été prise par surprise. Parce que je pense qu'il y aurait eu 5000 morts de moins si elle avait été troisième ou quatrième. Elle a été prise par surprise. Donc il faut tenir compte aussi de ça. L'Espagne, par contre, 21 000 morts, 200 000 cas. Elle est en train de prendre le pic là. Et j'espère que ça va vite redescendre. Je crois qu'il y a eu 600 morts comment dire ça, aujourd'hui. Ensuite, à l'Iran, avec ses 5000 morts, je pense que... attends, je te dis pas... Ouais, 5300 morts, pareil, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Parce que il gare au système de santé, il gare aux sanctions, il gare à tout un tas de choses. Voilà, 85 000 cas, 5391 morts. Je sais pas, il y a des choses bizarres. Revenons juste à regarder le Royaume-Uni, 133 000 cas,
18 000 morts, l'Allemagne 149 000 cas, 5 200 morts. D'un côté, une politique capitaliste ultralibérale où tu as le NHS et on a détruit le système de santé. De l'autre côté, c'est le système allemand avec un capitalisme classique qui crée de la richesse, qui crée de l'ordre social, qui crée du boulot, qui crée des ouvriers qui tournent en BM et avec un bon niveau de vie, en tout cas à l'époque, hein, moi quand j'y ai habité, c'était ça. Et il y a le sérieux allemand, qu'on aime ou on n'aime pas. 5200. Bon, on va comparer avec nous. Puisqu'il faut comparer ce qui est. Et ils ont beaucoup, et ils ont 18 millions de personnes en plus, je crois. 16 ou 18 millions de personnes en plus. Voilà, comment dire ça? Il y a des chiffres qui s'expliquent. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ben, on peut peut-être comparer la France et l'Allemagne. Voilà, on peut y revenir. L'Allemagne, c'est à peu près 85-86 millions d'habitants. La France, c'est 68 millions d'habitants. Il y a 28 000 lits en soins intensifs, dont 25 000 avec respirateurs d'un côté. Ils ont fait, fin mars, entre 300 et 500 000 tests par semaine. Nous, on était à 20 000 tests par semaine, après des réticences fin mars. 5 000 lits. Et pas tous avec des respirateurs. Voilà. Eux, ça leur donne 5 000 morts. Ça te donne 4 fois moins de morts. Et c'est le pays c'est le pays le plus riche d'Europe. C'est même pas aux dépens d'eux, c'est ceux qui exportent le plus. Dutch Qualitat, les machines à outils, il n'y a pas que les voitures, hein. C'est pas que des Audi et des BM, c'est les machines à outils, les machines de haute précision, tout un tas de choses, les gens ils achètent allemand. Leur taux de saturation de soins intensifs était de 43% dans les soins intensifs. Ah, si tu prends tous les soins intensifs d'Allemagne, 43% de saturation. Ils avaient encore de la marge. En France, tu avais des hôpitaux qui étaient dépassés déjà. Et pendant des mois, on n'a rien fait. On n'a même pas donné l'armée. Alors que dans beaucoup de pays, ils ont donné l'armée. Ils ont fait donner l'armée, comme on fait donner la garde, comme on fait donner la charge. Et nous, après 4 mois, là, hein, on nous annonce un déconfinement progressif. Il n'y a toujours pas de masque. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je vais peut-être me répéter là-dessus. Mais il y a plein de choses que je ne comprends pas. Pendant quasiment 2 mois et demi, ils ont tout fait pour que le truc rentre. Ils ont navigué à vue. Mais ils n'ont même pas appliqué de principe de précaution. C'est quasiment sortez. Tu veux pas sortir, tiens, je te donne de l'argent, tu sors ce soir avec ta femme, tu sors avec ta copine, tu sors avec ton copain, tu sors avec qui tu veux, mais tu vas... Allez, il faut sortir. Vous vous rappelez, libre d'aller au théâtre, libre de dire n'importe quoi. Et puis il y a eu des aveux. Bref, on va pas revenir sur tout ça. Mais tout le monde sait maintenant qu'il y a eu, au mieux, une passivité criminelle, et une incompétence notoire, et au pire, une intention derrière. On a l'impression que les hommes politiques français ont voulu jouer avec ça, quelque part. Ensuite, ils décident, alors que beaucoup de gens ont décidé de pratiquer quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire le confinement intelligent. Il y a des gens qui sortent pas, il y a des gens qui sortent, on distribue des masques, on teste, on isole progressivement les gens qui ont quelque chose. On vous demande à l'armée de rajouter des moyens, d'installer des hôpitaux de campagne, on commande des masques. C'est ce qu'ont fait tous les pays sauf nous, hein. Non, là, ils ont fait juste des déclarations. Ils n'arrivent pas à choper des masques. Donc, il y a des gens qui ont déconfiné partiellement, nous, confinement total, chez toi. Donc on se dit, c'est pour lisser. Je ne savais pas, lissage brésilien, comment ça marche? Non, mais si, c'est un salon de coiffure, c'est pour lisser les entrées en hôpitaux. D'accord. Donc on s'est dit, pendant 1 mois et demi là, ils vont acheter des masques, ils vont installer des trucs. Non, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. On ne peut pas acheter des masques. On fait partie des 5 plus grands pays du monde niveau industriel et on n'a plus d'industrie. On n'est plus capable en quelques semaines d'installer des lignes Il y a des usines. Alors attention, les grosses boîtes privées françaises, même des boîtes de big pharma, ont mis à leur disposition leurs usines pour fabriquer des masques à grande échelle. Non, on a vu des gens venir. Tu as un industriel français qui pouvait en fournir, je crois, 1 million par mois. Ils sont allés chercher une petite bête. Non, votre élastique là. Ouais, mais c'est la démo, madame, ça. Non, mais l'élastique là, il va pas bien. Tu as l'impression qu'en France, on a tout fait pour nous confiner.
Yaka, mais c'est simple. Tu confines les gens de manière intelligente, tu donnes des masques à ceux qui font tourner l'économie, tu appelles l'armée, elle ouvre des hôpitaux de campagne, on isole progressivement les gens. Dans les grandes villes, on fait des dépistages. Voilà, et en 3 mois, tu peux, même en un mois, tu peux installer des chaînes de montage d'urgence pour faire des masques, du gel hydroalcoolique. Et peut-être pas des respirateurs, on est d'accord, mais enfin des trucs nécessaires qui auraient limité, qui auraient empêché tout ça, qui auraient empêché ce confinement qui rend fou tout le monde en ce moment, qui tue l'économie et qui fait qu'ensuite, pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, là, ça va être la grosse misère. Parce qu'entre ça, le pétrole, les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, on n'est pas parti pour des beaux jours là, hein. L'été sera chaud peut-être, mais je ne sais pas s'il sera beau, hein. Là, ça, on l'a pas fait. Donc à quoi ça sert de nous confiner là et de nous relâcher le 11 mai, progressivement, si tu n'as toujours pas fait. Ah oui, oui, ils ont acheté des masques par-ci par-là, mais même les forces de l'ordre n'ont pas de masques. Tes propres forces de l'ordre et ton propre personnel soignant et du personnel qui nous permet de vivre, hein, il y a dans les administrations et ailleurs, n'ont pas assez de masques. Ils se piquent des masques entre eux. Et on est le 23 avril. Et ils ont toujours rien fait. Alors tu vas me dire, ouais, mais ben si, moi je vais on peut comparer avec des pays européens, on peut même comparer avec des pays du tiers-monde. Beaucoup de pays du tiers-monde s'en tirent beaucoup mieux que la France, avec les moyens qu'ils ont. Ils appellent l'armée, alors, je peux te prendre plein d'exemples, hein. Ils appellent l'armée, elle installe des hôpitaux de campagne, elle est là pour la sécurité, la prévention et l'encadrement. Ça libère, ça libère les policiers qui, eux, peuvent faire autre chose, ça libère, etc. Les services sanitaires qui arrivent, qui prennent les gens, il y a une solidarité familiale, il y a tout un tas de choses, distribution de masques, distribution de gel, et puis les gens n'ont pas attendu, hein. Ils ont fait leur propre masque, leur propre système D. Nous, on est là, on attend, on est encore traumatisé, on est encore sous le choc. On n'arrive même plus à se faire des masques et on n'arrive même plus à adopter le système D. On est comme des papillons face à la lumière, face à nos écrans. Non mais si quand même. C'est des remarques, hein, et puis je me mets dedans les gars, hein. Non, Voilà, on se met tous dedans, moi le premier je veux dire. Eux ils t'ont interdit l'hydroxy, chloroquine, le 13 janvier. Ils vendent des masques, ils font tout pour qu'on se contamine, ensuite ils te confinent mais ils n'ont pas de solution. Pourquoi? Et après, ils ont peur. Ils ont peur que les gens, une fois sortis du déconfinement, il y ait une colère sociale. Donc, ils sont en train d'anticiper ça. Si, ils anticipent ça, parce que si tu travailles bien et tu cherches bien la vérité, hein, et non pas tu fais des vidéos juste pour balancer des lieux communs, bah, tu t'apercevras par exemple qu'il y a le BOMAP. Attends, je vais te le retrouver. Quand l'État passe un appel d'offres pour acheter des choses, alors je rentre pas dans les histoires de marché public, d'appel d'offres, de cahiers, de cahiers techniques, de ci, ça et tout, bref. Il publie ça, il y a un bulletin officiel. Et si tu es un vrai chercheur de vérité, ça fait partie des bulletins qu'il faut lire toutes les semaines. Tu regardes vite fait comme ça les achats des différentes administrations ou les appels d'offres, parce que celui-là, il est pour le 12 juin. On s'aperçoit que l'État commande des centaines de micro-drones et de nanodrones qui ne sont pas liés à la situation actuelle. Je veux dire, il y a. Et à des volumes 10 fois supérieurs à ceux de 2016. Là, on est à 4 millions hors taxe, l'appel d'offres. Ouais, tu regardes les appels d'offres, tu regardes le JO aussi pour les lois, les décrets, tout ça et tout, à l'avance. Tu as 3 mois ou 4 mois d'avance. C'est comme ça que tu étudies ce que font l'État, c'est comme ça qu'on a vu que la FEMA achetait des munitions en grande quantité depuis des années. Là, on s'aperçoit que voilà, c'est des drones, alors les narcotrones, j'allais dire. Écoute, c'est très simple, hein. Le 12 avril, appel d'offres pour le programme FSI, Sécurité intérieure, appel d'offres qui aboutit le 19 juin à. Voilà, tu as les gens, ils soumissionnent et ensuite on décide. 565 micro-drones du quotidien pour 1,8 million, hors taxe. C'est des drones qui volent pendant 25 minutes, qui peuvent monter à 100 mètres, qui peuvent émettre à 3 km, qui peuvent utiliser une caméra thermique. Et à ton avis, à quoi ils vont servir? Drones du quotidien. C'est pas des drones militaires, ça. Ça va servir à espionner la population. Pourquoi autant? Pourquoi autant? En 2011, on a acheté pour 233 000 drones. En 2015, pour 487 000 drones. En 2016, pour 328 000 drones. Et là, pour 4 millions de drones. Alors qu'il n'y a pas de masque, hein. Avec 4 millions d'euros,
pas 4 millions de drones. À 4 millions d'euros, tu peux acheter, certes, tu peux acheter 565 plus 66 plus 20, ça te donne quoi ça? Ça te donne 80, 100, 640, 651 à peu près. Ouais, 651 drones, plutôt que des masques. Pourquoi tous ces drones? Je comprends pas. Il n'y a pas assez de caméras en ville? Si tu prends cet élément, tu l'ajoutes à la colère, au ressentiment, à leur gestion du Covid, au flicage, et en fait, tu t'aperçois qu'ils sont. Je comprends pas. C'est le meilleur des mondes. Bah, c'est simple, c'est des drones. Tu es dans ton appart, tu le vois pas. C'est des nanodrones. Les nanodrones, c'est tout petit, tu le vois pas. Ou alors il est en thermique, il voit ce que tu fais chez toi, si tu es là, si t'es pas là. C'est du flicage total en fait, c'est pour te fliquer de partout. C'est pas des gros drones que tu vois, c'est pas les drones parottes que tu achètes, c'est des petits drones. Et c'est une utilisation. Dans le renseignement, ils ont ce genre de drone, mais ils passent pas d'appel d'offres et puis c'est pas exactement le même matériel, hein. Là, on voit clairement que ça va servir les forces de l'ordre intérieures dans les villes, hein. Parce que, excuse-moi, ils volent à 100 mètres de hauteur, c'est des vols de 25 minutes et il peut émettre sur 3 kilomètres. Et il peut pas, et il a un rayon d'action, je crois, d'1 kilomètre. Donc voilà, donc ça va être une patrouille de police qui aura son micro-drone. C'est le meilleur des mondes, c'est Skynet et la crise de 29 en même temps avec la grippe espagnole qu'on a. C'est ça. Et la deuxième guerre mondiale qui se prépare. 20 nanodrones inférieurs à 50 grammes, hein, les nanodrones. 25 minutes, 2 km de rayon d'action. 66 drones inférieurs à 8 kilos. Mais les 20 nanodrones là de 50 grammes, c'est rien 50 grammes. Hein, je ne sais pas si tu as une idée à peu près de ce que c'est 50 grammes. Dans la main, marron, tout ça. Non, j'arrête, je me calme. Ça, c'est une information qu'il faut mettre en parallèle avec leur gestion du Covid. Gestion, mais plus qu'inhumaine. Ce qui est clair, et c'est ma peur, ce qui est clair, c'est que le 11 mai, ça reparte. Les gens vont sortir du choc et ça reparte comme avant. Alors qu'il y a quand même des comptes à demander, je sais pas, je comprends pas. On est dans un asile où il y a une responsabilité politique. Même le déconfinement, ils savent pas le préparer. Je te dis, ils n'ont pas assez de matos et à côté, ils achètent normalement l'urgence. Elle irait vers l'économie, vers le déconfinement des gens, vers la protection des gens. Là, on a quand même laissé des personnes âgées mourir en EHPAD sans que leur famille intervienne. On a empêché des familles de rentrer en EHPAD. On a quand même laissé des personnes âgées mourir pour donner la priorité à d'autres. Et ça, c'est lié à l'argent. En raison du manque de moyens, on a donné la priorité à certains et pas à d'autres. C'est de l'euthanasie, ça. Qu'elle soit codifiée, qu'elle soit encadrée, qu'elle soit faite comme ça, de manière informelle, c'est de l'euthanasie, ça. Il y a des comptes à rendre. Il y a des gens qui sont morts, qui ont été. Il y a une intention peut-être pas volontairement criminelle, mais on n'en est pas loin, puisque si tu gères mal la santé de ton pays et que tu as des soucis comme ça, ou alors si au bout de 2 mois, tu n'as toujours pas compris, il continue à y avoir des morts et tu t'en fous parce que c'est des personnes âgées, là, il y a quand même une intention. Ils sont où les organes chargés? Où sont ces organes chargés depuis des années de voir que l'État français est en train de détruire le pays progressivement, à tirer sur la corde de partout, juste pour respecter un capitalisme ultra-financier et respecter des chiffres, des dogmes de Bruxelles ou des marchés, parce que les véritables dirigeants du monde, c'est les marchés financiers. Ça, il y a des comptes à rendre. La gestion à vue des premiers mois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, Macron, il n'a rien compris, il s'est loupé là, comme il s'est loupé depuis qu'il est arrivé. Mais après avoir éborgné des gilets jaunes, là, il a provoqué des morts. Et il provoque la mort de l'économie. Mais à un moment donné, c'est comme si moi, je prends ma voiture, je heurte des gens, je continue à rouler. Ah, excusez-moi, je vous ai pas vu. Non, mais j'ai pas fait exprès. Non, mais tu sais, je la maîtrise pas. Ouais, mais il faut rendre des comptes à un moment donné. Et ils sont où ceux qui sont chargés de demander ça? Les parlementaires. Si en juin, les parlementaires de tous les partis ne bloquent pas le Parlement en disant le gouvernement démissionne, le président de la République démissionne et on repart à zéro et on va réfléchir un petit peu sur une nouvelle société, c'est qu'il y a un souci. Et ils ne le feront pas. Non, mais là, normalement, il devrait démissionner. Je veux dire, Macron, il les a tout enchaînés, les gaffes. Même Sarkozy, il démissionne, là. Pour te dire, alors que c'est un type qui n'a pas de scrupules. Ils n'ont pas de responsabilité ni politique, ni pénale, ni rien. Si, politique, c'est le vote. Mais comme tout le monde s'en fout, de toute façon, tout le monde sait maintenant que les dés sont pipés. On a des gens qui ont détruit un pays. Et on se rend compte que le pays est détruit 10 ans après. Parce que ça a démarré avec Sarkozy. Depuis 2007, ils ont failli, mais là,
Ils tuent maintenant. Sarkozy et Hollande provoquaient pas des morts. Pas comme ça en tout cas. Là, ils tuent quand même. Ils éborgnent. On a un gouvernement dit du centre qui tue et qui éborgne. Qui tue parce qu'il a. Voilà. Euh, en juin, il va falloir se poser la question de comment on n'est pas capable de mettre des chaînes de montage pour faire des papiers en carton. Des masques en carton. Ah, viens pas me parler d'informatique ou de fusée spatiale. T'es plus capable de remettre des chaînes. Ah bah ouais, maintenant je suis inquiet pour les munitions. Moi je pensais qu'en France, en 3 semaines, on pouvait te remettre des chaînes de montage pour des munitions et que donc il valait mieux les acheter en Belgique, les munitions, c'était beaucoup plus économique parce qu'on savait faire. Finalement, je m'aperçois qu'on ne sait plus faire. Il est temps de se poser la question sur la responsabilité pénale des hommes politiques, sur le fait qu'il y ait peu de contrôle en France. Non, non, parce que la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire, le Conseil d'État, tout ça, voilà, bon, bref. Si ce sont des organismes de contrôle, en tout cas, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas trop les moyens. Qui contrôle qui en France? Ben, c'est les mêmes qui se contrôlent. Jacques Toubon, c'est un ancien du RPR qui doit connaître tout le monde et qui est le défenseur des droits. Il se place après. La Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel, c'est des anciens présidents de la République qui se placent. C'est-à-dire le système choisit des gens du système pour surveiller. Il va falloir se poser des questions sur l'inanité des hommes politiques. Il va falloir demander à Macron des comptes et à Sarkozy et à Hollande. Sur le fait que l'armée française est complètement déchiquetée, elle est en train de courir dans une opération à Barkhane, dans un territoire plus grand que l'Europe, elle est en train de se faire balader et ça coûte cher. Et maintenant, même les gens du coin ne veulent plus de nous. En Syrie, elle a joué tout l'inverse de ce qu'il fallait jouer et elle va se retrouver, parce qu'à la fin, tout le monde va trouver un accord, hein, les Turcs, les Syriens, les Américains, tout ça, sauf la France. Alors qu'elle a participé à la déstabilisation d'un pays, il va falloir qu'elle s'explique sur le soutien de groupes liés à l'Arabie Saoudite, au salafisme et aux frères musulmans pour détruire des États sous prétexte de révolution bidon. Et puis maintenant, il va falloir s'expliquer sur cette crise où on s'aperçoit qu'on n'a pas d'État. C'est même pas un État de la 4ème République. Donc si en mai c'est déconfiné, il va falloir commencer à se poser la question sur la réindustrialisation du pays. L'Union européenne, bah écoute, les constats ils sont simples, hein, c'était chacun pour sa peau. Elle a servi à quoi l'Union européenne? L'Union européenne, ils sont là pour prendre ton argent, c'est des technocrates qui sont là pour prendre ton argent, te dire ce qu'il faut faire, et ils sont là pour détruire les peuples, en leur faisant croire qu'ils créent une unité européenne, alors que c'est pas vrai, ils créent une désunité européenne. Parce qu'une Europe des nations, ça existe, ça a toujours existé, et ça peut se faire. Donc se poser la question de à quoi ça sert de rester dans l'Union européenne. On donne de l'argent à des Polonais pour qu'ils achètent du matériel de guerre américain. C'est ça l'Europe, hein, en ce moment. Et tout ça pour emmerder des Russes qui, eux, veulent travailler avec nous. Pour résumer, vite fait. Et on travaille pour des types qui sont à 6 000 km de l'autre côté, qui, eux, font leur propre politique. Il va leur demander des comptes. Réindustrialisation de la France, la marche en avant, remettre les gens au travail. Et puis apparemment, il y a du gras, puisqu'ils veulent faire un revenu universel. Alors que oui, oui, au début, là, pendant des mois, il va falloir aider les gens, ouais, leur donner de l'argent. Ouais. Bah oui, c'est normal. Après, on peut organiser la solidarité nationale. Toutes ces grosses boîtes françaises du CAC 40, et que les boîtes françaises, parce que les autres, elles se barrent. Bah, il faut demander une solidarité pour les PME, les PMI. Il faut qu'il y ait des solidarités. Là où il y a du gras, il faut aller le chercher, là, il faut réquisitionner. Vous avez fait 4 milliards de bénéfices cette année, bah, cette année, il va falloir embaucher des gens ou alors donner de l'argent à des PME, des PMI, qui elles vont avoir du mal. C'est ça le chemin ensuite. Il y a tout un tas de choses, mais à démarrer par nettoyer les cancrelats qui nous dirigent. La police française vient de se rendre compte qu'elle était une milice. Après avoir pour 300 euros, hein, une prime de 300 euros, c'est même pas 300 euros par mois supplémentaire, une prime de 300 euros brut, net, je sais plus trop, à la fin, ils ont dit 10 euros. Après avoir touché de l'argent pour éborgner des gilets jaunes, après avoir vu certains de leurs éléments les plus sadiques, parce que j'incrimine pas toute la police et j'incrimine pas tous les CRS bien évidemment, mais après avoir vu les plus sadiques d'entre eux se lâcher et être protégés par la pseudo-loi, ils se sont aperçus qu'eux-mêmes étaient sacrifiables ensuite. Et ouais, la police, quand ils ont plus besoin de vous, ils appellent une armée étrangère et ils vous virent. Et vous faites quoi? Là, ils vous ont pas donné de masque. Un pays qui donne pas de masque à ses forces de l'ordre pour qu'ils aillent contaminer d'autres gens et qu'eux-mêmes meurent. On rigolait sur le Theodore Roosevelt, le porte-avions américain, où les gens sont confinés, où il y a eu des cas. Bah, le Charles de Gaulle, ça fait un mois et demi qu'on sait qu'il y a du Covid et personne n'en parle.
Il serait temps aussi de s'interroger sur ces gens qui font de l'opinion en France, qui n'ont plus le droit. Excuse-moi, les youtubeurs zététiciens, qui sont en fait des youtubeurs qui ont des contrats et qui travaillent avec le système et qui sont payés pour. Voilà, ils sont pas. À la limite, je suis plus honnête qu'eux. Moi, je suis payé par personne. Eux, ces zététiciens que tu vois sur YouTube, derrière, ils ont des contrats avec des institutions, avec de l'argent. Donc, ils ont intérêt à relayer ça. Quelle crédibilité ils ont? Ils se sont plus acharnés. On a décidé d'utiliser le principe de précaution à partir du moment où tu as un professeur qui a proposé un début de solution. Alors, sur un plan médical, je ne vais pas rentrer dedans, hein. En tout cas, ce que je vois, c'est que ces techniques ou des techniques proches de celles proposées par le professeur Didier Raoult sont appliquées en Chine, sont appliquées dans beaucoup de pays. Même Trump a demandé à ce que ça soit y appliqué. Alors oui, il y a des réserves, peut-être que ça ne guérit pas tout, mais en tout cas, c'est le produit qui. Ça à croire qu'on a embêté leurs copains de Big Pharma qui préparent un vaccin hyper cher que tu vas payer, toi ou ta mutuelle ou la sécurité sociale. Donc toi, que tu vas payer hyper cher cet automne. Donc là, par contre, on a voulu appliquer le principe de précaution en disant oui, mais attends, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, il peut y avoir des problèmes cardiaques. C'est un médicament qu'on a vendu pendant 50 ans en vente libre. Bien sûr qu'il y a des contre-indications. Le Doliprane, il y a des contre-indications. Hein, voilà, le Doliprane, l'aspirine, tu as des contre-indications aussi. Mais d'un coup, ce médicament, alors la chloroquine, c'est en 99, l'hydroxychloroquine, le 13 janvier, c'était devenu vital de l'installer, de le placer sur la liste 2 des substances vénéneuses, de manière à ce que plus personne ne puisse s'en procurer. Et on a condamné des gens parce qu'ils avaient des masques, ils vendaient des masques. Pourquoi tu condamnes des gens qui vendent des masques? On a réquisitionné à des gens des masques qu'ils avaient dans leur garage et ailleurs. En fait, ils ont tout fait pour cette gestion à vue là. Ils ont tout fait pour être infectés et à la télé, la presse y est mise, donc en s'acharnant sur un type. Donc quelle crédibilité ils ont ces gens? Tu le sais, bah alors pourquoi ils sont encore là si tu le sais tout ça? Voilà, s'il y en a un qui me dit ouais mais on le sait tout ça, ben ouais vous le savez, ben à ce moment-là, pourquoi ils sont encore là? Et puis bon sur YouTube de toute façon, voilà, si vous le savez, pourquoi ils sont encore là? Quelle crédibilité accorder à un médecin bidon CMS? On a des gens qui te disent que parce qu'il est médecin, il est au-dessus de tout. Donc il ne peut pas être tenté, il ne peut pas être. Voilà. Un mec qui est là depuis 15 ans à la télé, petit four champagne qui fait le beau, il est arrivé une main devant, une main derrière, petit à petit il s'est adapté et maintenant il trouve que c'est bien et il continue à jouer sur son étiquette de médecin. Non, tu as un homme du showbiz, du système. Ces journalistes qui se sont acharnés sur Raoult, tous ces gens qui nous racontent des conneries, c'est pareil. En juin, il va falloir se poser la question. Le Drian qui se permet de parler de liberté de la presse en Hongrie et en Pologne, mais la liberté de la presse, elle n'existe pas en France. C'est des milliardaires et des amis de l'État français qui t'imposent une vérité officielle stupide et même un gosse de 4 ans n'y croit pas, sinon tu es complotiste. Et tu as des zététiciens qui viennent faire des vidéos sur toi ensuite. Pour dire oui, non, parce que la méthodologie, non, la méthodologie fait que avec un peu de recul, on s'aperçoit que vous croquez tous dans la soupe d'une manière ou d'une autre et que vous n'êtes pas neutre. Donc vous n'êtes pas crédible. Et que là, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont raconté des trucs, qui ont menti sciemment pour protéger le système. Et certains ont menti bêtement, hein. Laurent Geoffrin, là, Laurent Mouchard qui a. Ah non, mais ça marche ou ça marche pas? Le mec qui s'interrogeait en pleine émission, finalement, attendez, mais qu'est-ce que je dois dire? T'en as, non, non, t'en as, ils y croient vraiment. Mais ces gens-là, quelle crédibilité ils ont? La presse, quelle crédibilité elle a, en tout cas une partie. Ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en juin, il va falloir faire une épuration. Ou alors, tu es un con, tu repartiras à Carrefour, on te donnera de l'argent, tu continueras à te croire plus malin, tu continueras à jouer le rebelle, hein, et à consommer, et ça ne changera pas. Et je pense que c'est ça qui va se produire. C'est-à-dire que ce qui, il y a 20 ans, aurait été un scandale, mais plus que d'État, aujourd'hui ça passe, tout lasse. Hein. Et Macron continuera à diriger, les partis continueront à t'entuber, ils viendront te diviser, ils viendront faire leur petit cinéma quand ça les arrange. C'est marrant aussi, ces gens qui sont là, la première chose qu'ils regardent, c'est les banlieues. Non, le confinement, mais tous les quartiers marseillais sont confinés. Bien sûr que tu as des gens qui se déplacent, il y a des gens qui utilisent l'horreur, il y a des gens, l'horreur de déplacement, il y a des gens qui vont travailler avec des masques, et il y a des gens qui sont là et qui vont acheter des produits de nécessité. C'est bizarre. Quand tu te balades dans le centre-ville de Paris et tu te fais attraper, c'est que t'as pas pu. Oh, c'est bien, Madeleine n'a pas pu résister à l'appel du soleil. Et quand tu t'appelles Miloud et tu descends en bas de ton immeuble fumer un bédo, là par contre, tu es un super délinquant. Voilà. Et ces gens-là sont là en train de. Hey, les banlieues, c'est pas surveillé, c'est pas contrôlé. Et c'est limite s'ils n'ont pas mis l'armée américaine devant certaines banlieues là.
Enfin, à Marseille, ça se passe bien, c'est assez souple, c'est assez détendu, hein. Mais les gens respectent le confinement. Donc, toujours pareil, toujours essayer de profiter de quelque chose pour aller viser les autres. Bah, manque de bol pour vous, voilà, à part quelques endroits, dans quelques banlieues où, bon, t'as des gens apparemment qui s'ennuient, hein, et qui jouent avec les CRS, donc on va les laisser entre eux. Ça marche bien. Et là, voilà, cette crise aurait pu être une chance pour nous tous. Il suffit de descendre par millions dans la rue un week-end ou un lundi matin, on descend tous des millions dans la rue, on sera rejoint cette fois par l'armée et la police parce que là ils ont vu à quoi ils servaient, c'est-à-dire à rien. Donc ça les aura ouvert les yeux, on a besoin d'eux. Et là, à partir de là, qui se cassent tous. On devrait faire comme on fait les Algériens là du Irak, mais bon, eux ils savent pas s'arrêter par contre. Ça serait bien aussi de s'arrêter un peu parce que maintenant, mais qui se cassent tous, qui dégagent tous. Michel Siemès, Cohen, Buzyn, Macron, Jacques Toubon, qui se cassent tous. On choisit des personnalités plus ou moins honnêtes dans le monde politique, il en reste. On leur met des personnalités moralement irréprochables ou à peu près, hein. On va essayer d'en trouver. Ça crée une assemblée constituante qui élabore une constitution qui propose aux populations, aux villages, aux villes, aux bourgs, partout. C'est facile, c'est ce qui s'est toujours fait. Une fois qu'elle est validée, il y a de nouvelles élections, il y a de nouveaux représentants et se rappeler d'un pouvoir qui s'étiole, d'un pouvoir qui se corrompt, comme dirait Montesquieu, et de contre-pouvoirs qui disparaissent avec lui. Après c'est simple, hein. Après il y en a pour 3 4 ans, je te dis, réindustrialisation du pays, réalignement de notre politique, on aura une vraie politique étrangère, réalignement vers là où il y a les intérêts français, etc. etc. Ça c'est facile à faire. Je te propose des solutions, on descend tous dans la rue. Je te dis pas d'attaquer un commissariat, je ne te dis pas d'attaquer des riches. Non, les riches aussi, vous descendez dans la rue. Vous perdrez plus. Avec les crises qui se préparent, vous perdrez plus que nous en plus. Voilà, je t'ai fait un petit point, hein, je t'ai mélangé deux sujets, mais je préfère au lieu de te faire deux vidéos. Euh, on va finir, bah écoute, Covid, confinement, catastrophe pétrolière, qu'est-ce qui reste? Il reste la vraie guerre. Alors, est-ce qu'on a assisté à une Trumpinade ou pas? Je m'explique, je traite le sujet sérieusement. Il y a 3 jours, Trump a demandé à ce que les bateaux, les navires, qui sont dans le golfe arabo-persique, les navires américains qui se voient harcelés par des vedettes iraniennes, puissent répliquer et tirer. Ça fait des années que les Iraniens demandent aux Américains, vous faites quoi en face de chez nous, là, avec vos bateaux et vos flottilles, là, toutes vos flottes, pourquoi vous êtes là? C'est vrai, hein, moi ça m'embêterait à chaque fois que je sorte chez moi d'avoir des mecs armés qui sont là devant, qui te regardent méchamment et qui te toisent. Donc l'Iran s'est équipé, voilà, etc., etc., et s'est mis à harceler ses bateaux en envoyant des vedettes, pleines de vedettes, des essaims de vedettes qui sont de plus en plus armés et qui harcèlent ces bateaux sans tirer un coup de feu. Ils passent devant, ils les narguent, c'est tout. Depuis un certain temps, ça s'était calmé, même si, voilà. Et là, depuis un certain temps, ce que ne te disent pas les médias, c'est que les Américains ont emmerdé un navire iranien. Le problème, c'est que maintenant, les Iraniens ont des missiles de croisière sur leurs vedettes, ont des missiles de croisière sur la côte, ont des batteries côtières, un nouveau missile anti-navire qui peut toucher un bateau à 700 km. Autant dire que le golfe arabo-persique, il est maillé maintenant. Des missiles balistiques, ils ont de quoi faire. Donc il n'y a pas longtemps aussi, eux aussi ont mis sous le feu, en envoyant des vedettes autour d'un destroyer, qui était mis sous le feu des batteries côtières et de tous les missiles qu'ils avaient à disposition. Tu touches une vedette, on te tire dessus. Le bateau, il a filé droit, le destroyer américain. Et là, donc, il y a eu de nouveaux incidents. Les Iraniens font ça bah, pour chasser les Américains qui ont rien à faire dans le golfe Persique. Et Trump vient de déclarer, d'un coup, comme ça, sans prévenir personne, vous leur tirez dessus à vue, maintenant. C'est un ordre écrit hein, qu'il donne. Petite question, si Trump se bat contre l'État profond, qui est un gros méchant et qui veut attaquer le Moyen-Orient, pourquoi c'est Trump qui reste là-bas alors que le Moyen-Orient ne veut pas d'une guerre avec l'Iran, alors que l'État profond américain, comme vous l'appelez, ne veut pas d'une guerre avec l'Iran? Il calme le jeu. Je vous rappelle qu'ils ont lié Trump, pieds et poings liés, en accordant le budget de 735 milliards de dollars
Le budget des Pentagones, ils lui ont fait signer des documents comme quoi il ne peut pas déclencher des guerres comme ça. Hein, on a vu qu'avec Soleimani, par exemple, hein, d'ailleurs j'attends toujours ce fameux accord avec l'Iran, avec Soleimani, c'est la débandade en ce moment, c'est la débandade en Syrie, vers Assakieh, vers Deir ez-Zor. Il y a 500 Américains qui sont là pour surveiller un pétrole qui ne leur appartient pas. Et ils ont du mal à se déplacer puisque beaucoup de villageois maintenant coupent le chemin, coupent la route. Ils sont aidés de militaires. Et il y a 4 jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3-4 jours, il y a un convoi américain, c'est un sous-traitant, qui a vu un de ses véhicules sauter avec des morts. Donc en Syrie, comme je l'avais dit il y a quelques mois, ça se lève progressivement. C'est des milices arabes. Par exemple, face au FDS, ils ont créé la nouvelle armée syrienne. Et petit à petit, les gens sont armés, sont équipés. On leur demande de chasser l'occupant, quel qu'il soit. Je sais que ça va faire bizarre pour certains Kurdes de se retrouver face aux Syriens seuls, hein, parce que les Américains vont pas rester. Mais en Irak, bah, écoute, c'est bombardement tous les jours, attaque tous les jours. Résultat, les Américains, c'est la débandade. On se croirait à Saïgon en 72 quand ils se sont barrés. Il y a une photo célèbre où les types, l'hélicoptère part et t'as encore un type qui essaie de s'accrocher. C'est un petit peu la même en Irak. Donc on a vu que la mort de Soleimani leur a bien servi. Ils abandonnent en catastrophe toutes leurs bases. À part leur base à Erbil au Kurdistan et encore, ils ramènent tout le monde dans la grande base d'Ain al-Assad. La base qui a été d'ailleurs touchée par des missiles iraniens. Donc c'est la débandade. Et là, dans le Golfe, donc Trump, voilà. Donc voyant tout ça un petit peu, le Sénat, l'État profond, tu sais, les gros méchants, hein, pour certains. Non, mais ça me fait rire. Le mec, il fait tout ce qu'on voulait pas que fasse Obama, il le fait lui, mais en pire. Mais non, mais c'est bon, bref. Donc là, il a demandé de tirer. Alors attends, si je comprends bien, les destroyers américains et les porte-avions, mais il a retiré ses porte-avions du Golfe Persique, hein. Et ça, c'est un signe, il faut se méfier, hein. Quand tu vois les Américains sortir leurs porte-avions du Golfe Persique, méfie-toi. Tant qu'ils les laissent, il n'y a pas de guerre. S'il y a un porte-avions, s'il n'y a aucun porte-avions dans le Golfe Persique, méfie-toi. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre, mais c'est très rare. Après, il faut se méfier d'autant plus que là, par exemple, tu as le Theodore Roosevelt qui est revenu à quai à l'île de Guam. Il y a eu des cas de Covid, hein. Je vous rappelle que son pacha, la personne qui le gère, l'amiral qui le gère, a été destitué. Et puis finalement, il a été acclamé en héros. Il a été, pas destitué, mais il a été écarté du commandement parce qu'après moult requêtes, et il a vu ses marins infectés du Covid, après moult requêtes, moult signalements, il voyait que l'État américain ne bougeait pas. Son erreur a été de faire un mail où il a associé 30 destinataires différents pour que ça fuite. Donc voilà ce qu'on lui a reproché. Ben, finalement, c'est le secrétaire d'État aux armées, il me semble, qui démissionne et lui est acclamé. Alors que bon, moi je pense qu'il a quand même commis une faute. Donc là, sur ce coup-là, ce porte-avions-là, bah, il a dû être remplacé, donc on a retiré un porte-avions du Golfe. Donc se méfie aussi. Quand il n'y a pas de porte-avions dans le Golfe Persique, ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre le lendemain. Mais en tout cas, c'est un signe. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais les gros avions, les gros bateaux américains, donc dès qu'ils vont voir des vedettes les harceler maintenant, elles vont faire feu. Mais les Iraniens vont riposter. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils envoyaient des vedettes comme ça. C'est pas des pédalos qu'ils envoient. C'est des vedettes de 7-8 mètres avec derrière des missiles. Elles sont en essaim, elles arrivent, t'en as partout. Donc c'est très compliqué. Les Américains viennent de rappeler certains avions, certains Ospreys qui sont destinés à la lutte, justement, contre ces vedettes. C'est plein, plein, plein de fourmis qui t'attaquent, qui sont autour d'un bateau qui attaque. Donc tu vas en toucher une, tu vas en toucher deux, tu vas en toucher trois, mais tu ne pourras pas toutes les avoir. Toi, tu vas avoir 4 destroyers, allez, tu as une flotte avec 20 bateaux. Là, tu as 300, 400 vedettes qui arrivent de partout. Et déjà, au loin, elles te tirent dessus. Sans compter des petites embarcations, comment dire ça? Sans compter des mines. S'il y a un incident, c'est très simple, hein. S'il y a un incident, il y aura une réplique avec les batteries côtières. Il y aura une saturation, tu auras beau avoir d'excellentes défenses aériennes, les batteries côtières, les missiles balistiques, les missiles de croisière qui sont sur des bateaux, les sous-marins iraniens. Le truc sera miné, les vedettes qui arrivent, et que sais-je encore, les félous que piégés. Donc résultat, en fait, cet ordre-là peut juste déclencher une guerre. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ça peut même dégénérer. Mais en plus, le bateau qui s'amuserait à tirer, oui, il va faire du dégât, ouais, chez les Iraniens. Mais le bateau ne sera pas là. T'imagines, tu te réveilles, t'apprends qu'un destroyer américain était coulé par des vedettes iraniennes.
Après, tu vas pas chercher qu'il y ait 3000 morts là et 200 morts là. Enfin là, il risque d'y avoir quand même 1000 ou 1500 morts d'un côté, peut-être 3 4 000 morts. Après, ce sera une victoire iranienne. Donc quelque part, encore une fois, j'ai l'impression, je m'interroge, est-ce que Trump est conscient des ordres qu'il donne là? Au lieu de faire comme ces gens qui jouent aux échecs et de créer des échelons intermédiaires entre la guerre totale et la paix, et donc de créer de nouveaux échelons. Par exemple, tu vois, un type intelligent, il aurait installé sur ses bateaux un système sonore ou un système pour repousser les vedettes ou un système d'infrason pour les emmerder sans qu'il y ait de mort. Tu crées un échelon supplémentaire, enfin intermédiaire entre la guerre totale, qui ne peut qu'avoir lieu si une vedette est touchée. En tout cas, ça dépendra ensuite des Iraniens qui seront maîtres du jeu. Donc, voilà. Donc, au lieu de créer cet échelon, non. Lui, il densifie. Il met sous tension. Il tensifie le truc. Voilà, il le tensifie, mais ça ne sert pas les USA. Parce que cette tensification-là fait qu'à un moment donné, ça ne peut que péter. Il sera obligé d'y aller. Il sera obligé de bombarder des vedettes iraniennes. Et ça peut s'enchaîner. Et ça peut devenir la grosse guerre du Moyen-Orient, où la Russie est aspirée depuis 2015, où l'Iran était aspiré quasiment aux frontières israéliennes. Hein. Si on regarde bien, 40 ans, les Iraniens, avant, ils étaient au fin fond là-bas. Et puis petit à petit, tu as l'impression que maintenant, ils sont à Alger, parce qu'ils ont été aspirés par une politique qui a besoin d'eux, une politique belligérante qui a besoin d'eux pour en faire des ennemis pour exister. Hein. Voilà comment marche l'OTAN, voilà comment marchent tous ces pays. Enfin, ces politiques, ces pays, pas ces populations. Le truc, c'est qu'en faisant le cow-boy, encore une fois, c'est mon avis. Si t'es pas d'accord, tu argumentes. Mais en faisant le cow-boy, encore une fois, ouais, s'il vous emmerde, tirez-leur dessus. Il a rien compris à la diplomatie, le type. Il croit qu'il est dans le bâtiment, là. Il croit qu'il est en train d'écraser un concurrent. Là, il vient de se livrer pied et poing, encore une fois, à la merci des Iraniens, comme lorsqu'il a assassiné Soleimani. Ça a donné quoi? Ça a donné des gros problèmes en Syrie, en Irak, l'abandon des bases et il dégage, et une grosse perte de crédibilité, sans compter le reste. Hein. Ah, c'est des attaques tous les jours. Là, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il va toucher des vedettes. Aux USA, ils vont klaxonner, ils vont mettre le drapeau. Mais après, déjà, tu vas perdre un ou deux destroyers. Et ensuite, ensuite, ça veut dire que ça dépendra du bon vouloir des Iraniens de démarrer ou pas une guerre. Et ça tombe bien, les Iraniens, là, au point où ils en sont, ils en ont besoin, cette guerre. Les passes d'Aran la veulent, cette guerre contre les USA. Ils savent que les USA sont friables, ils n'ont pas envie que Trump soit réélu, ils veulent la démarrer là, la guerre. D'autant qu'ils viennent de faire des tests, et ils viennent de lancer un satellite militaire qu'ils ont mis en orbite. Alors, attention, le satellite militaire, c'est bien, mais l'objectif, c'est de maîtriser la technologie balistique et d'avoir des missiles de plus en plus gros pour avoir des missiles intercontinentaux, des ICBM. Et après, tu joues ton Kim Jong-un, après, tranquille. Ah ouais, 6000, 7000, 10 000 km, 18 000 km, bah après, tu peux frapper les USA. Bon, ça reste toujours du vieux missile rustique. Mais enfin, quand tu as des missiles qui peuvent toucher des endroits, des bases américaines un peu partout, alors les Iraniens ont des missiles, je crois, qui vont jusqu'à 2000 ou 3000 km pour l'instant. En lançant des satellites et en travaillant sur les technologies spatiales qui sont des technologies duales, tu améliores tes technologies balistiques. Et là, ils viennent encore de faire de la démonstration qu'ils savaient lancer des satellites et qu'ils pouvaient à moyen terme. Voilà. Et si à côté de ça, tu as l'arme atomique, qu'est-ce qui va te rester au milieu? Bah, deux choses. La miniaturisation et la protection thermique. Quand il y a un retour d'atmosphère, parce que ce genre de missile sort de l'atmosphère pour redescendre. Donc il y a du frottement, il y a de la chaleur, et on est dans l'outil de haute précision. Donc tu vois, voilà, les Iraniens avancent à vitesse grand pas vers des ICBM nucléaires. Alors, vous vous rappelez Netanyahou en début 90? Bah, chaque année, il venait de dire l'Iran, dans 3 ans, ils ont la bombe. Dans 2 ans, ils ont la bombe. L'Iran, ils ont la bombe. Non, ils n'ont toujours pas la capacité de l'envoyer. Ça fait 30 ans que le mec ment. Bah, c'est à ça que tu vois que c'est un menteur. Parce qu'avec le recul, à chaque fois, il venait, dans 5 ans, ils ont la bombe. Vous vous rappelez son dessin, là? 95%, tout ça, hein, à l'ONU. Ben, on voit bien que c'est de l'intox, c'est du pipeau. Tous les services de renseignement, en tout cas, te le disent, que les Iraniens n'ont pas encore la capacité nucléaire et quand ils l'auront, il faudra des années avant qu'ils puissent. Voilà, et le but pour eux, c'est de sanctuariser leur territoire. À cause de qui ils veulent le nucléaire? Et on ne peut pas les blâmer. Qui c'est qui les emmerde depuis 40 ans? Et là, je parle des Américains. Donc, je m'interroge sur cette Trumpinade, encore une fois. Est-ce que c'est une nouvelle menace ou pas? Euh, de déclenchement de guerre, je ne sais pas. En tout cas,
Lorsqu'on analyse froidement la situation, l'état profond, il y a des gens qui aiment les histoires de gentils et de méchants, et il faut absolument un gentil. Les gros méchants de l'état profond, c'est pas eux qui veulent déclencher une guerre au Moyen-Orient. Eux, ils veulent garder un niveau de tension minimum pour vendre, pour que les Saoudiens leur achètent. Eux, ils veulent pas de. Alors que Trump, lui, avec ses conneries, il est prêt à faire une guerre. La guerre n'arrange personne là-bas. Voilà, donc quand on me dit oui, Trump il est contre l'État profond s'il ne peut pas se retirer du Moyen-Orient, c'est lui qui veut rester au Moyen-Orient et faire la guerre pour prendre le pétrole à tout le monde. Il se croit dans le bâtiment à New York. Et ça, il suffit de lire, il s'en cache pas, hein, il s'en cache pas. Donc voilà, le conte de fait, encore une fois, le truc à l'envers. J'ai lu sur certains sites, ouais, ouais, Trump a bien fait de quitter l'OMS, mais l'OMS, c'est ce qui soigne des millions de gens. Quand tu enlèves 400 millions de leur budget, c'est des gens qui vont mourir en Afrique, en Asie, ailleurs. Ouais, l'OMS, c'est l'État profond. Tu as certaines personnes qui sont bien endoctrinées quand même. Là, moi, je m'interroge encore une fois sur cette Trumpinade, parce que, encore une fois, voilà, il y avait d'autres moyens. Et puis, même s'il veut tirer, pourquoi il rend public cet ordre? Dans les années 70, les Américains, tu les aurais emmerdés comme ça, ils auraient rien dit. À un moment donné, leur bateau, ils envoient un missile, ils te coûtent trois quatre trucs, ils t'appellent en disant la prochaine fois, on t'éclate un peu plus fort. Et personne n'est au courant, tu fermes ta gueule, je ferme ma gueule. Et ça s'arrêtait là. Et ça te calmait. Et t'avais même pas la publicité qui allait avec. Tu pouvais même pas jouer au martyr. Ouais, ils m'ont touché mes vedettes. Non, 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 nous on n'a rien fait, on était là. Donc quel est l'intérêt de faire cette pub si ce n'est passer pour un con parce que tu te mets à la merci des Iraniens. Voilà. Donc ben, eux, ils entendent ça, ils vont à un moment donné, ils vont t'envoyer plein de vedettes kamikazes en espérant que tu leur tires dessus. Comme ça après, bon, ils peuvent se défendre. Et ils peuvent enclencher une guerre en disant à leur population, regardez, ils nous attaquent. Parce que eux aussi, ils ont une population et ils ont un monde à séduire. Ils ne peuvent pas déclencher des guerres comme ça. Et pour l'instant, ils arrivent à séduire le monde en montrant qu'ils sont quand même la victime dans cette affaire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le golfe s'appelle le golfe arabo-persique, c'est pas le golfe du Mexique. Donc qu'est-ce que fait la flotte américaine? Que font ces flottes là-bas? Protéger le pétrole? Mais c'est à vous le pétrole? Protéger les routes du pétrole? De l'insécurité que vous avez créée? C'est là le truc. Voilà les amis, je vous l'ai faite un peu longue. On a évoqué différents sujets. Il fallait attendre, voilà, il fallait attendre jeudi pour vous faire, pour traiter ces sujets. Encore, on les a traités de manière succincte, hein, sur le dessus, hein, parce que on pourrait en parler plus longuement, on pourrait faire une analyse beaucoup plus longue, mais je préfère attendre de voir un petit peu maintenant ce qu'il en est quant au déconfinement progressif et aux mesures qui peuvent encore être prises pendant 15 jours. Quant à cette crise du pétrole, que ce soit la crise qui affecte les marchés à terme et le WTI, ou la crise qui affecte tous les pétroles, et puis ce qui se passe au Moyen-Orient là, où moi je pense que là, alors, si tu penses que c'est un super coup d'échec encore de Trump, ça, bah, explique-le, hein, moi il n'y a pas de problème, de toute façon j'accepte tous les postes, qu'ils soient en faveur ou en défaveur, tant qu'ils sont argumentés, que ce c'est pas j'invente un compte juste pour balancer un truc pour exister. Ceux-là, on les lit pas. Je vous rappelle que voilà, on préapprouve les commentaires pour avoir des commentaires à un petit peu de qualité. Donc si tu penses que c'est un beau coup, si tu penses que ceci ou cela, ou si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à le mettre. Et puis commentaire préapprouvé, donc 3 fois par jour, je regarde les commentaires et je fais passer les commentaires qui tiennent la route. Et puis les autres, je les lis même pas, il suffit juste... voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Écoute, je ne sais pas à l'heure où je te parle s'il y aura des lives, s'il y aura un live samedi ou dimanche ou vendredi, je sais pas. Peut-être que ça peut me prendre et je ferai un live samedi soir. Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore d'invité. Par contre, s'il n'y a pas de live, il y aura encore une vidéo. Mais c'est toujours pareil. Je m'excuse de te faire attendre, mais il va falloir que tu prennes ton mal en patience parce que soit je te fais une vidéo sur un thème scientifique ou autre, ou quelque chose bon, que je prépare, que je peux préparer, soit on attend les événements pour te faire quelque chose de mieux. Parce que même en géopolitique, là ça se passe à Marib, au Yémen. Et ça va se passer dans le golfe Persique dans quelques jours. Voilà, donc tout est dit. N'hésitez pas à pousser, c'est toujours bien. N'hésitez pas aussi à... merci à tous ceux et à toutes celles qui arrivent. J'ai un afflux d'abonnés là d'un coup et je suis content. Donc voilà, hein. Donc c'est une chaîne où on se dit tout. C'est une chaîne où j'accepte de t'écouter, de te lire tant que tu m'insultes pas ou tu trolles pas. Les trolls, c'est peine perdue, hein, je veux dire, voilà. On vous calcule pas, on n'a pas de temps à perdre là. On a changé de catégorie. C'est une chaîne où on essaye de faire. Alors cette semaine, manque de bol. Quand je fais des lives, je fais moins de vidéos parce que je fais des vidéos sur Patreon. C'est une chaîne où on essaye de parler de tout et de rien. C'est une chaîne où on invite aussi les abonnés. D'ailleurs, avant de vous quitter, euh, j'ai l'un de mes abonnés qui s'appelle, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça de suite, je ferai la pub, Serkan.
Serkan Berkout. Voilà. Serkan Berkout qui vient de se lancer, qui m'a dit ouais, je te suis depuis X temps, je suis content, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et là, tu vois, je me suis lancé, j'ai mis une première vidéo, donc je mettrai en lien sa chaîne, allez voir sa première vidéo, et je suis content de te lire et de lire quand tu me dis ouais, ah, bah c'est pas évident à faire une vidéo, hein, je pensais pas que c'était comme ça et tout. Je suis content, voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'il suffit pas d'allumer un micro et de balancer. Voilà, il faut être en veille, il faut accumuler l'information, il faut suivre l'histoire, il faut la replacer, il faut livrer une petite analyse quand même, essayer de voir les choses à sa manière, hein, c'est pas des commentaires. Et je suis content de voir, et c'est pour ça que moi aussi je vous invite à développer vos chaînes, à faire des vidéos, à mettre n'importe quoi. Il y a que, je veux dire, à la limite, on s'en fout de ce que vous mettez. Tant qu'après tu t'améliores et tu fais quelque chose, tu crées un contenu créatif. Voilà. Allez, je me tais, ça fait 3 minutes que je dois arrêter. Ouais, j'ai tout dit, donc merci aux nouveaux nouvelles, commentaires pré-approuvés. La chaîne On se dit tout, on fait plein de vidéos, des fois on n'en fait pas, mais on fait des lives. J'ai un Patreon, j'ai une chaîne secondaire. Merci, allez, je me tais, promis.